Bonjour, bonjour. Une personne, ben ça va. On peut commencer. Deux. Salut Paul Blanc, comment ça va? Alors, Cannes n'est pas confiné, je crois. C'est Nice. Martine Sada, Cédric Torsa, Muriel Deauville toujours. Comment va Patrick? Cathy Tibi, bonsoir. Claude Delman, comment ça va? Simon va bien? « 34. Agnès Pérez, salut. Ça va Muriel? Nicole Benamou, bonsoir. Nathalie Inouz, salut. Elise Sebag, salut. Tarza Hélène, ma cousine, salut. 80. Pierre Zeytoun, salut. Belle randonnée cette semaine, Pierre. À Elat. Des images magnifiques, tu nous as fait. Aurélie El Koubi, salut. Bonjour. Comment ça va? Marisa Striki, bonsoir. En Espagne, maintenant, Marisa Striki, ça y est, je l'ai repéré, elle est en Espagne. Pierre Zeytoun, salut. Patrick t'embrasse, merci, moi aussi je l'embrasse. Françoise, comment ça va? Comment va Raymond? Rofias Faxi, salut, bonsoir. Comment ça va? 190 personnes. 199. André Besseilou, mon frère. Ophtalmo, rue Rambuteau. Magnifique. Super, oui, il est là. On va pouvoir commencer. Tania Gomri, comment ça va? Dans le 17e. Cadeau pro, c'est partagé. Merci cadeau. Fidèle cadeau. Un dada de Tunis, cimetière de Borgel. Si vous voulez faire, si vous avez des parents enterrés au Borgel, que vous voulez faire rénover les tombes, il faut vous adresser à Enda. Elle s'occupe magnifiquement du cimetière. Michel Seknazi, salut, de Marseille. Salut Michel. Mimiche, un cousin de Marseille. Françoise Elbaz, salut. Harry Jaoui. Chantal Temam. Comment vas-tu Chantal, ma copine? Ah, Chantal. Elle fait des robes magnifiques. Si vous avez un mariage, si vous avez une soirée, si vous avez quoi que ce soit, allez chez Chantal, dans le 16e. Bain de nuit. Les plus belles robes de Paris. Je les partage souvent parce que je trouve magnifique ce qu'elle fait. Amel Latrèche de Tunis. Salut Tunis. Maryse Cangelosi, comment vas-tu Maryse? Esther Chétrid de Natania, Esther Chétrid, je pense. Eric Zouz, comment vas-tu Eric? Ça va bien? Jean-Luc Ada de Corse, il nous a basé aujourd'hui Jean-Luc, tu nous as basé à midi, on s'est retrouvé tête-tête avec Berda, tu nous as basé toi et Fabien était à l'anniversaire, mais enfin on s'est régalé. À la Hiatek, c'était de folie. Franck Checler, salut. Eddie Mzali, salut. Ah, beaucoup de postes sont refusés, Eddie, mais moi je m'occupe pas d'organiser le site. J'ai souvent tu nous mets des postes et apparemment les administrateurs ne les font pas passer. Arline Kera, comment vas-tu? Arline Odika, superbe. Michel Bensadoun, bonsoir Michel. Michel, c'est notre médecin communicant du groupe. Magnifique Michel. Il nous aide énormément sur le groupe. Micheline Kayat, comment vas-tu? Ça va Micheline, comment va ta sœur? Hugo Sidbon, comment va la famille? Je crois que vous étiez tous en Italie, en Sicile. Philippe Saban. Alors si Philippe Saban est là, on est sauvé. Philippe, tu nous as manqué à midi. La prochaine fois, il faut que tu viennes dimanche midi. Vraiment, tu nous as manqué. Il manquait que toi aujourd'hui. La prochaine fois, je t'appelle pour que tu viennes. Sanda, Turquie. Sanda, Tunis, ma copine Sanda. Alors, Sanda, elle me dit que à Tunis, les choses vont mieux, le nombre de malades baisse. Et en plus, le variant tunisien, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui se trouve au Bardo et à la Marsa, il paraît qu'il est gentil. C'est le seul variant gentil qu'il y en ait, c'est celui qui est à Tunis. Bon, tant mieux pour eux, les Tunisiens. Nous, on a les variants brésiliens, sud-africains, anglais. On a que les mauvais variants en France. Fama Saor, salut. Comment ça va, Fama? Ça va bien? Pierre-Élie Bembaron, comment vas-tu? Comment va ta maman?
Tout le monde va bien. Corinne Savant, ma copine dentiste dans le 16e. Salut Corinne. Cathy Braca, salut. Comment ça va? Fabienne Bernheim de Genève. Ça va Fabienne? On a promis de faire un restaurant quand tout ça sera fini. J'espère. Franck, ça va Franck, mon ami? Comment va Nathalie? C'est Nathalie qui est sur nos lignes d'habitude. Linda Zoulé, salut. Bonsoir. Ah bah c'est Corinne qui dit bonjour à Annie. Arline, comment ça va Arline? Bon, 400 personnes, on va bientôt commencer. Bon, la situation en France, elle est tendue. Bah, je vous l'ai dit, elle n'est pas pratiquement la même que dans tous les pays. Et en ce moment, on est à un moment fatidique de l'épidémie. On a d'un côté des vaccinations qui augmentent, de l'autre côté, on a des variants qui sont très agressifs. Et nous, on est au milieu de tout ça, on est au milieu du gué. Donc, vous savez, je vous ai dit la semaine dernière qu'on était sur un plateau en France. Et que le plateau, il y avait comme une zone de résistance, ça montait pas, mais là, malheureusement, c'est en train de monter. Alors, est-ce que les variants, Raymond, salut, comment ça va, Raymond? Est-ce que les variants anglais vont avoir raison de nous, ou les variants brésiliens ou sud-africains? En tout cas, la situation semble se crisper un peu en France. Vous avez vu qu'il y a des régions qui ont été mises récemment sous confinement, pas encore Paris, mais pour revenir à Paris, alors là, je voudrais dire un mot quand même d'Anne Hidalgo, parce qu'Anne Hidalgo, elle a toujours des idées géniales. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut bloquer Paris 3 semaines. Elle ferait mieux de commencer par bloquer les quais, de fermer les quais, de fermer les endroits, la rue, il y a des rues de Saint-Germain, Saint-Michel, où il y a plein de monde. Elle ferait mieux de commencer par fermer les quais, ces endroits où il y a plein de monde, plutôt que de nous enfermer tous à Paris pendant 3 semaines. Et c'est sûr qu'il y aura une ville sans vélo, sans voiture, sans rien, c'est ce qu'elle veut. Une ville morte. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec elle. Mettre un confinement à Paris de 3 semaines, vraiment, c'est encore une décision qui me paraît aberrante. Et je pense que Macron a raison de résister et qu'il ne faut pas se laisser aller à fermer Paris encore 3 semaines. La situation est déjà suffisamment critique comme ça en France pour qu'en plus, économiquement, psychologiquement, intellectuellement, on n'en peut plus. Déjà, on a ses boulots, dodo, manger. Et là, en plus, elle veut nous enfermer complètement à la maison 3 semaines. Je pense que c'est pas du tout tolérable, ni pour nous, ni pour notre psychisme. Et vraiment, je pense pas qu'elle ait eu une bonne idée. Ces idées balancées comme ça en l'air, on va fermer Paris 3 semaines, elle a qu'à se les garder pour elle. Je fais pas de politique, mais là vraiment c'est la mauvaise bonne idée. Je suis pas du tout d'accord avec elle et je pense que Macron a raison de ne pas fermer et d'essayer d'attendre le maximum avant de nous enfermer. Parce que encore 3 semaines à la maison enfermée, ça sera quand même, je pense que déjà on en a un gros dans le cerveau pour continuer à vivre encore enfermé à la maison. Ça me paraît pas une très très bonne idée. Et je crois que pour commencer, elle devrait fermer les endroits à Paris où il y a plein de monde qui se balade. Vous avez vu tout le monde, toutes ces photos où vous avez tous ces gens sur les quais, tous ces gens dans les rues à boire des bières. À Saint-Germain, vous avez vu la semaine dernière rue de Bussy. Enfin, il ferait mieux déjà de fermer ces lieux où les jeunes se rassemblent, où les gens se rassemblent. Il n'y a pas que des jeunes, d'ailleurs, il y avait des gens de tout âge. Et je pense qu'elle ferait mieux, Anne Hidalgo, de commencer par fermer les endroits où les gens se rassemblent avant de commencer à vouloir nous enfermer tous, parce que vraiment, c'est vraiment pas une solution. Enfin, du moins, à mon avis, j'espère que ça, si ça se fait, c'est qu'on est vraiment dans la dernière des situations possibles et que qu'il n'y ait pas une autre solution. Donc, Anne Hidalgo, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il faut pas fermer Paris pour l'instant. Ce sera vraiment en dernier recours si vraiment on est au bout du rouleau. Voilà, je sais que la situation... D'abord, je voulais vous dire que mon ami de 40 ans que j'ai vu dont je vous ai parlé la semaine dernière, 39 ans, qui a passé 3 jours en réanimation, mais qui n'était pas intubé, Dieu merci, mais qui était quand même dans le stress de la réanimation, il va beaucoup mieux, il est sorti de l'hôpital. Vous savez, quand on a 39 ans, quand on est jeune, tout va très vite dans un sens, comme ça va très vite dans l'autre. Ça a été très vite dans la guérison, et là, il est chez lui, que Dieu le protège. On est très content que tout aille très bien, et vraiment, la semaine dernière, j'étais assez perturbé par cette affaire, parce que, vous savez, c'est terrible pour quelqu'un qui a le Covid. Non seulement il se retrouve à l'hôpital, après il se retrouve en réanimation, il est tout seul, il peut pas parler à sa famille, ces gens ne peuvent pas le voir. Enfin, c'est un enfer d'être tout seul à ramoner comme ça, voir la réa, se dire qu'à un moment à l'autre on peut être intubé. Mais je sais pas si vous pouvez imaginer le stress que doit emmagasiner la personne qui est à l'hôpital. Mais c'est la folie. En plus, tout seul. Mais c'est inhumain. Mais je vous reparlais tout à l'heure de tout ça. C'est quelque chose qu'il faut régler. C'est
pas possible de continuer comme ça. Cette épidémie, et c'est de la folie. Le sort qu'on réserve aux malades qui sont graves est inhumain. C'est inhumain. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Parce que c'est pas possible de laisser ces gens sans de stress et sans voir personne, à ramoner tout seul dans sa tête pendant 3 jours. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais peut-être mourir à 39 ans. Mais enfin bon, c'est une histoire de fou, quoi. Il y a un moment, il faut quand même que les autorités médicales réfléchissent à ça. Mais les gens, ils en sortent comment de ces histoires-là? Ils en sortent cassés, ils en sortent traumatisés. On peut pas laisser vivre ça. Il n'y a pas votre femme qui vous attrape la main, votre fils qui vous dit, qui vous donne du courage, votre mère qui vous apaise. Vous savez, n'ayez pas peur. Vous savez, il y a eu un truc sur Facebook, on a vu j'ai vu un post un jour sur Facebook où il y avait un type qui parlait de sa mère, et disait, mais que ma mère, je la prends dans les bras. Je lui dis, n'aie pas peur, maman, n'aie pas peur, je suis là, je suis à côté de toi. Il enlace. Pourquoi il enlace? Pourquoi il n'a pas peur? Parce que quand on arrive comme ça dans ces moments si difficiles, où on est confronté à une possibilité de mort, parce que dans la vie, on a rarement vu la mort en face. Mais quand vous êtes à l'hôpital avec un Covid, vous voyez la mort en face. C'est la première fois de votre vie où vous voyez la mort. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être pris dans les bras, on a besoin de dire non, on est avec toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, on est là. On est là, on est avec toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur vous tue quand vous êtes à l'hôpital. La peur vous tue. La seule chose que vous voyez, quand vous posez la question à un type qui a été dans une forme grave à l'hôpital, et même ceux qui ont été le truc, moi je vois mes copains qui ont eu le Covid, ils m'envoyaient des messages aux heures du soir. Gilou, je suis stressé. J'ai peur. La peur de ce qui va se passer. C'est terrible. Et on vous laisse seul dans un hôpital, abandonné. Vous pouvez parler à personne, vous avez un téléphone qui vous relie au monde. Il faut réfléchir à tout ça, il faut réfléchir à une manière de manager les patients pour qu'ils ne soient pas seuls. Ce n'est plus possible, ça fait depuis 1 an que ça dure, les médecins auraient dû réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça, c'est un vrai problème. Il faut réfléchir à la condition du malade à l'hôpital. Ce n'est plus possible de les abandonner à leur sort. Tout seul, face à la maladie, face à des blouses blanches, face à un univers froid et terrorisant. Vous savez ce que c'est que la réa ou les hôpitaux, le soir, le bruit des chariots, les lumières blanches, blafardes. Le malade à côté qui se plaint. Les gens qui courent tout à coup dans les couloirs parce que quelqu'un va pas bien. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Je sais ce que c'est, le soir à 11h du soir, le dimanche soir à 11h du soir à l'hôpital. Mais c'est un enfer. Un enfer. Et vous êtes seul dans tout ça, tout seul, avec la possibilité de mourir. Mais comment vous pouvez sortir de là? Comment vous n'êtes pas mort? Vous mourrez sans mourir. Il faut que les médecins réfléchissent. Il faut que les médecins réfléchissent et trouvent des solutions. On ne peut pas laisser les patients comme ça. La peur à l'hôpital, la peur de mourir, la peur d'être seul, la peur de ne pas pouvoir prendre quelqu'un dans les bras, c'est quelque chose de terrible. Il faut réfléchir à ça. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, quelle est la situation en France? Bon, la situation, je vais vous dire exactement ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'il a parlé mieux que moi, le Premier ministre. Le Premier ministre a partagé un message lors de son allocution. Cette épidémie, nous en verrons le bout. Bien sûr, on en verra le bout. L'humanité n'a pas disparu avec un virus. On le sait qu'on en verra le bout. L'essentiel, c'est qu'on soit au bout, nous. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'au bout du bout, on soit là. S'il faut que le bout, on le voit nous aussi. Pas le bout, il soit sans nous. Donc, alors, nous en verrons le bout. La progression de la campagne vaccinale nous fait fixer un cap, celui du printemps. Donc, vous voyez, il y a un cap quand même, le printemps. D'ici là, nous devons nous tenir ensemble, poursuivre nos efforts, rester vigilants et solidaires sur le plan collectif. Il faut rester solidaires, c'est ce que je vous ai dit. Tous ces types qui sont dans les terrasses, dans les quais de Seine, qui boivent des bières et des boivent et des trucs. Mais ce n'est plus possible. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Les non-vaccinés avec les vaccinés, vous croyez que les vaccinés c'est fini? C'est pas fini. Faut faire attention. Moi je suis vacciné 2 fois, jamais j'ai pu faire attention comme je fais maintenant. Je n'ai pas arrêté la vigilance. Il faut poursuivre les efforts, tous solidaires sur le plan collectif, nous devons adapter nos mesures sans retard et sans précipitation. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit, Castex? Il nous dit ce que nous voit en Israël. Qu'est-ce qu'on voit en Israël? Ils ont été vaccinés, 53% de la population. Mais vous avez vu ce qui se passe en Israël? Vous avez vu les rassemblements pour les fêtes de Pourim, mais pour tout ça? Ils sont obligés de rentrer dans les maisons pour faire sortir les rassemblements qu'il y a. Mais ça va repartir en Israël. Ils ont vacciné 53% de la population et tous les autres, ils veulent pas se faire vacciner.
Qu'est-ce qu'il a dit, Netanyahou? Il a dit on a plus de vaccins que de patients qui veulent se faire vacciner. Ils vont revendre l'excédent de vaccins parce que les autres, ils veulent pas. Les anti-vax sont très puissants. Alors qu'ils ont 30 femmes enceintes en réanimation. 30 femmes enceintes en réanimation. Que les hôpitaux sont toujours complets. Pourquoi l'épidémie ne cesse pas en Israël? Ça baisse, mais ça ne cesse pas. Parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Ils veulent pas, ils sont pas solidaires. Non seulement ils ne sont pas vaccinés, mais ils font la fête, ils se font des réunions, ils font des trucs. J'ai vu des photos aujourd'hui, mais c'est de la folie ce qui se passe là-bas. Ils s'en sortiront pas. C'est pas parce qu'ils ont vacciné la moitié de la population qu'ils vont s'en sortir. Le vaccin, c'est une arme contre l'épidémie. Mais si tout le monde, quand le virus circule et que tout le monde fait les fous, eh ben, le virus, il continue à circuler. Et il va se développer, il va se propager. Donc arrêtez. Regardez l'exemple d'Israël. Eux, ils sont vaccinés. Nous, on n'est même pas vaccinés à 10% de la population. Et on continue, vous allez le samedi, dimanche. Bien sûr, ils peuvent nous confiner le samedi, dimanche si les gens ils continuent à se rassembler des milliers de personnes. C'est comme ça à Paris. Il faut rester raisonnable. Il faut être responsable. Ce virus, on le retrouve. Regardez au niveau de l'Europe, par exemple. Je vous avais dit la semaine dernière, l'Allemagne elle a fermé la frontière avec l'Autriche, avec la région du Tyrol. Mais là, maintenant, elle a fermé la frontière avec la France, avec la Moselle. Elle laisse plus rentrer si vous n'avez pas un test positif. Mais l'Allemagne a fait éclater l'Europe. C'est fini. La libre circulation terminée. Le virus a cassé l'Europe. Il n'y a plus de libre circulation. Si vous habitez la Moselle et que vous travaillez en Allemagne, vous devez faire un test positif. Alors bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, il regrette. Il regrette. Bien sûr, il peut regretter, mais les Allemands, ils ont raison. C'est ce qu'il faut faire. Nous aussi, on doit faire ça. Il ne faut pas réformer les frontières. C'est plus efficace que le reste. Maintenant, on est infesté de virus sud-africains. Il y a des régions où il y a 100% de variants anglais, je crois, à Dunkerque. Enfin, une histoire de fou, quoi. Comment ça peut arriver là? Comment, avec les frontières fermées, les trucs, c'est inexplicable. C'est pourquoi? Parce que les gens ne font pas attention. Je vous le répète, le virus ne se balade pas tout seul, c'est l'homme qui transporte le virus. Et puis j'en profite, là, ça me revient. J'ai reçu quelques copains qui m'ont dit « Ah, tu dis tout d'un jour à la semaine, alors tu dis tout et son contraire. » Mais oui, je vous l'ai dit 1000 fois. La vérité d'aujourd'hui, c'est le mensonge de demain. Je vous l'ai dit combien de fois depuis le début. C'est vrai que je l'ai plus répété depuis un moment. Mais c'est vrai que les vérités d'aujourd'hui dans ce virus sont les mensonges de demain. C'est vrai que je peux me contredire, c'est vrai que ça m'arrive de me contredire, mais c'est parce que ce qui est la vérité d'aujourd'hui n'est pas la même que demain. Est-ce que je savais, moi, il y a un mois, qu'il allait avoir le virus anglais, et brésilien, et sud-africain, et californien, maintenant new-yorkais, tunisien, partout des virus. Donc c'est pas, moi, certains m'ont reproché de me contredire, de dire tout ce qu'on... Mais non, je dis pas tout ce contraire, je dis la vérité du moment. Chaque moment est sa vérité. Ma vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ce que je dis aujourd'hui peut être faux demain. C'est tout, c'est pas demain au fait. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité, mais demain, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui montrera que c'est faux. Donc il ne faut pas m'en vouloir, dis tout au contraire, dis tout au contraire. Je dis tout ce que je dis, la vérité toujours. Après, c'est comme ça, les choses évoluent. Donc en France, voilà où on en est en France. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, heureusement que là, il y a le privé. Vous savez que les hôpitaux, maintenant, à Marseille, ils ont demandé au privé d'intervenir, parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, les hôpitaux de Marseille, avec le professeur Raoult, à Marseille, qui disait la grippette et tout, et ben voilà, maintenant, à Marseille, ils sont tellement débordés qu'il y a eu une vraie demande aux hôpitaux privés, aux cliniques privées, d'ouvrir des lits, de leur venir en aide. Ils ont plus de personnel, ils sont surbookés, ils sont très fatigués, ça fait 1 an que ça dure. Et à Paris, ils vont ouvrir. Donc la Fédération des hôpitaux privés de France a décidé d'augmenter sa capacité de lit. Donc heureusement qu'on va augmenter la capacité de lit pour être capable d'affronter si jamais la vague redémarre et que le pic redémarre, parce que là on est de nouveau en phase ascensionnelle, si jamais ça redémarre, eh ben on aura plus de lits. S'il devait y avoir une nouvelle accélération de l'épidémie, le secteur pourrait upgrader en anglais, améliorer les services de réanimation afin de disposer d'un plus grand nombre de lits. C'est ce qu'a permis Lamine Garbi, qui est le président de la Fédération d'hospitalisation privée. C'est un mec très bien d'ailleurs, que j'avais rencontré une fois ou deux, c'est un mec très bien. Ça fait 10 ans qu'il est au président. On est aujourd'hui entre 1500 et 2000 lits, on peut monter jusqu'à 4000 lits de réanimation. Donc vous voyez, je crois pas qu'il y aura de problème il y aura pas de problème de lit, il y aura pas de problème, on traitera tout le monde, personne ne sera laissé à l'abri, personne ne sera laissé de côté. Donc ne n'ayez pas peur, tout ça. Donc
il faut pas vous inquiéter pour ça. Donc la France, on est dans ce plateau, il faut voir comment ça va se passer. C'est vrai que la situation est un peu, il faut voir. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention à vous. Ce variant anglais est très contaminant. Moi, je vois des familles entières qui ont été contaminées et toute la famille, le père, la mère, les enfants, tout le monde est contaminé, les grands-parents. Donc c'est vraiment très contagieux quand ils rentrent dans une famille. Je vous ai dit, les confinements et les couvre-feux, ça provoque des propagations à l'intérieur de la maison. Donc faites attention, si vous avez quelqu'un qui est douteux, faites attention, portez des masques même à la maison, des FFP2, faites attention, faites attention. Alors, je voulais parler un peu aussi des États-Unis. Pourquoi je voulais parler des États-Unis? Parce que, vous savez, les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde, c'est le pays le plus avancé médicalement et tout ça, et pourtant ils ont les plus mauvais résultats au monde dans le Covid, ça a été les États-Unis. Alors depuis qu'il est arrivé le Joe Biden, là, qui avait dit qu'il allait prendre en charge le Covid de manière efficace et tout, il est arrivé, en fait, on arrive là-bas dans une situation un peu bizarre, parce que quand vous voyez les courbes, le nombre de contaminations est en baisse, 70% sur les 28 derniers jours. Celui des décès, il a baissé de 40%. Donc chez eux, ça baisse, ça baisse, ça baisse. La campagne de vaccination s'accélère de semaine en semaine. Mais ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans un stade de patients où ils savent pas ce qui va se passer avec les variants. S'ils font pas attention, vous savez que combien il y a eu de morts ce mois-ci en Amérique depuis qu'il y a Joe Biden? En un mois? 100 000 morts. 100 000 morts, jamais aucun pays n'a eu ça. 100 000 morts aux États-Unis depuis un mois. Donc, ils sont dans ce niveau. Ça baisse, comme nous on avait à un moment. Et puis il y a les variants qui arrivent, vous savez qu'il y a un nouveau variant new-yorkais, on ne sait pas encore s'il est très fort, mais en tout cas il y a le californien, le brésilien, le sud-africain, et il leur dit, il faut faire attention là-bas aussi, si vous vivez aux États-Unis, faites attention, on ne sait pas comment ça peut remonter. C'est ça le problème, c'est que ça peut remonter, et là-bas aussi. Vous savez que c'est incroyable, face à la pandémie, il se trouve depuis quelques semaines dans une situation paradoxale. Les courbes de contamination et de mort connaissent une baisse spectaculaire et persistante. Le rythme de vaccination s'accélère, mais les autorités publiques, politiques et sanitaires se gardent de crier victoire. Les variants n'ont pas encore donné toute leur puissance. Et surtout, les chiffres demeurent à un niveau élevé, semblable, voire supérieur à ceux de l'été. Donc pour vous dire qu'ils sont dans la même situation que nous, depuis 15 jours, il y a 15 jours. Donc nous, j'ai l'impression que les variants sont en train de prendre le pas sur nous. Donc on était toujours dans cet espoir où tout baissait, mais les variants n'avaient pas donné toute leur puissance. Et là, les États-Unis, eux aussi, ils baissent de manière spectaculaire, 40% de morts en moins, tout ça, c'est énorme. Mais ils savent pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ces variants, il faut rester vigilant. Ce n'est pas fini. En France, aux États-Unis, partout, en Israël, même chose. En Tunisie, même chose. Restez vigilants. La guerre n'est pas finie. On verra le bout du tunnel. Il a dit Castex, au printemps, on verra plus clair. Parce que cette poussée des variants, elle va pas durer 10 ans. Ça va durer un mois. Dans un mois, c'est fini. Donc faites attention, il faut tenir encore. Le président américain qui a fait de la lutte contre le Covid la priorité de son début de mandat a connu un premier mois particulièrement sombre. Du 20 janvier, date à la prise en fonction, au 22 février, 100 000 personnes ont été emportées par le Covid sur un total de 500 000 personnes mortes. Vous vous rendez compte, c'est un bilan déchirant, a déclaré Joe Biden. Bien sûr, il a précisé que ces pertes enregistrées en un an, ces 500 000 morts, étaient supérieures au nombre de morts de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam réunis. Vous vous rendez compte ce Covid? Qu'est-ce qu'il a fait? Plus de morts que la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, guerre du Vietnam réunis, il y a moins eu de morts que le Covid. Vous vous rendez compte? C'est pas une histoire qu'on vit. C'est pas une petite histoire qu'on vit. C'est quand même une catastrophe. Vous vous rendez compte, le pays le plus important du monde? C'est pas, je parle pas de l'Ouganda ou d'un pays qui truc, je parle des États-Unis. Même la France, on a 87 000 morts. Vous vous rendez compte, on va arriver à 100 000, 110 000. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? C'est pas une petite affaire, c'est pas une grippette. Ces chiffres sont stupéfiants, a communiqué aussi Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses aux États-Unis, conseiller de Biden pour la gestion de l'épidémie. Nous avons fait pire
que presque tous les autres pays, alors que nous sommes le pays le plus riche et le plus développé au monde. Au-delà des chiffres qu'on faisait, au moins 28 millions de personnes ont été contaminées aux États-Unis. Vous vous rendez compte? 28 millions de personnes ont été contaminées. Non, mais tout ça est sidérant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce que je dis. C'est énorme. Mais comme en France, on va arriver à 100 000 morts. Vous vous rendez compte? 100 000 morts. Donc faites attention, rien n'est fini, mais on approche du bout. C'est sûr et certain qu'on approche du bout, mais on n'y est pas. Tant qu'on n'est pas au bout, qu'on n'a pas touché le poteau, la course n'est pas finie. Alors, battez-vous, faut lutter jusqu'à ce qu'on touche le poteau. C'est comme ça. Faites attention à vous, faites attention à vous. Alors, les États-Unis, il y a encore un petit espoir qui nous vient de là-bas. C'est quoi le petit espoir? C'est le vaccin Johnson & Johnson. Alors, le vaccin Johnson & Johnson, je vous en avais parlé déjà à l'époque. Je vous ai dit que ça allait être probablement un très bon vaccin. Mais vous voyez, quand je vous en ai parlé, c'était il y a 2 mois et demi, comme quoi les vérités d'hier ne sont pas, sont des mensonges aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il y avait 2 injections. Voilà que maintenant, les essais montrent qu'une seule injection suffit. Donc c'est le nouveau vaccin qui a été autorisé aux États-Unis, donc c'est le 4e vaccin, le 3e aux États-Unis, donc l'Europe devrait le valider d'ici le 15 mars. Et donc ça sera en Europe le 4e avec le Moderna, le Pfizer, AstraZeneca et Johnson. Et donc l'avantage de ce vaccin, c'est que d'abord c'est un vaccin à portée virale, c'est-à-dire qu'il est le transporteur, c'est pas comme le Pfizer, c'est pas une couche de graisse, mais un virus. L'avantage, c'est qu'il est conservé dans des conditions analogues à tous les vaccins, c'est-à-dire dans un frigidaire de base, donc il est beaucoup plus facilement utilisable. La deuxième avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule injection. Il y a une seule injection, alors c'est étonnant, parce que nous, quand on avait eu les premiers rapports de Pfizer, de Johnson & Johnson, il y avait 2 injections. Donc je ne sais pas pourquoi on est passé à une injection, je n'ai pas suivi exactement comment ça s'est passé. En tout cas, le vaccin dont le développement a été conduit par Janssen, une compagnie pharmaceutique établie, de recevoir l'autorisation par la FDA. Donc il a reçu là, et l'Europe en mars. Lorsque ce vaccin sera autorisé à être mis en marché en Europe, il va prendre le chemin de la Belgique. C'est un vaccin à vecteur viral, donc comme je vous ai dit, donc c'est un virus qui le transporte, c'est comme l'AstraZeneca, comme le Sputnik et comme le Sputnik. Cette technologie est identique à celle d'AstraZeneca, mais l'adénovirus est différent. Bon, je vous ai dit que c'est un problème d'adénovirus, le transporteur est différent. Il nécessite qu'une seule dose. Alors ça, c'est vrai qu'il faudrait que je vois pourquoi il n'y a qu'une seule dose, alors qu'avant, il nous avait parlé de deux doses. En tout cas, ce vaccin semble un peu plus efficace que l'AstraZeneca, pas tellement beaucoup plus efficace, mais ça serait plus efficace qu'une seule injection. Le vaccin a une efficacité de 66% pour éviter de contracter les formes modérées ou sévères. Vous savez qu'AstraZeneca, il est de l'ordre de 62-63% pour éviter les formes graves ou sévères. Donc on est à peu près dans le même ordre, un peu meilleur que le vaccin AstraZeneca. Donc on n'a pas besoin de deuxième injection, on est immunisé au bout de 28 jours après la première injection. Mais l'avantage de celui-là sur l'AstraZeneca, c'est qu'il semble être protecteur sur tous les variants. Donc c'est plus bénéfique que l'AstraZeneca, puisque là, il semble avoir été testé au Brésil, il a été testé aux États-Unis, il a été testé dans plusieurs pays du monde, en Afrique du Sud. Donc si vous voulez, on a une meilleure idée de sa résistance et son efficacité sur les variants. Donc voilà, celui-là, il va arriver bientôt en France, donc on aura encore un 4e vaccin, et ce vaccin, à mon avis, sera aussi utilisé. Le deuxième avantage qu'il a, c'est qu'il a été testé chez les 34% des gens testés, c'est-à-dire 43 000, j'allais dire cobayes, testeurs, quoi, qui ont été vaccinés pour faire les tests de ce vaccin. Sur les 43 000 participants, il y avait 34% qui avaient plus de 60 ans. Parce que vous savez qu'avec l'AstraZeneca, le problème, c'est que comme il a été testé que sur des gens jeunes, il y avait très peu de gens de plus de 60 ans. En France, notamment, on a un peu de mal à le faire pratiquer, à l'injecter chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ici, on a une limite à 64 ans pour l'AstraZeneca, tandis que pour le Johnson & Johnson, je pense qu'on pourra l'étendre jusqu'aux personnes plus âgées. Aujourd'hui, j'ai une patiente à moi qui vit à New Delhi, donc en Inde, et elle m'a téléphoné parce qu'elle devait se faire vacciner, elle voulait avoir mon conseil, et figurez-vous qu'en Inde, à New Delhi, elle a 73 ans, et ben elle allait se faire vacciner par l'AstraZeneca.
Donc vous voyez que les informations sont très différentes d'un pays à l'autre. Voilà un pays comme l'Inde qui est quand même en médecine. Il faut savoir que l'Inde c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'Inde que vous croyez. C'est pas les bidonvilles et tout ça. Hein. Ils sont très très forts au point de vue médical. C'est une des meilleures écoles mondiales de médecine l'Inde. Tous les workshops, toutes les formations chirurgicales se font en Inde. Ils ont une véritable école médicale. C'est vraiment pas des clowns. Eh ben, eux, ils vaccinent les personnes âgées avec l'AstraZeneca. Donc, vous voyez que, bon, les conceptions des vaccins n'est pas la même dans tous les pays. Et ce qui est valable, alors, si moi je dis les mensonges d'aujourd'hui sont les vérités, enfin, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, alors là, vous voyez que d'un pays à l'autre, les vérités d'un pays sont les mensonges de l'autre pays. Donc elle, de toute façon, elle n'avait pas le choix. Et avec l'AstraZeneca, et là-bas, est-ce que c'est la proximité entre l'Inde et l'Angleterre qui font qu'ils ont fait le vaccin anglais? Est-ce que c'est ça ou autre chose? En tout cas, à New Delhi, moi je vous le dis de manière formelle, elle m'a téléphoné ce matin, elle allait se faire vacciner à l'AstraZeneca. Bon, en tout cas, l'avantage de ce Johnson, c'est que lui a été testé chez les personnes plus âgées, et donc vous pouvez, je pense qu'il va être proposé à tout âge, et donc ça c'est un avantage parce qu'à tout âge on pourra le faire et donc ça pourra développer la vaccination. Et là je voudrais aussi faire un coup de chapeau à Sanofi. Sanofi, c'est le laboratoire français. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi à avoir à faire un vaccin. Mais devant cette difficulté qu'ils n'ont pas eu à faire un vaccin, ils ont décidé de participer à l'élaboration des autres vaccins. Et ça, c'est très bien, je trouve. Parce que vraiment, ça a montré que bon, pour une fois, ils ont mis leur orgueil sous le chapeau et ils ont participé pour le bienfait de tout le monde et ils vont fabriquer du Johnson & Johnson en Europe. Et donc, bon, Sanofi, qui a une usine, par exemple, à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, ils vont participer à la fabrication du vaccin Johnson & Johnson. Et de même que son usine allemande, qui est près de Francfort, va participer à la fabrication du Pfizer Biotech. Donc vous voyez que le Sanofi, moi je voudrais leur rendre un coup de chapeau, parce que c'est bien ce qu'ils font. Vous voyez, ils n'ont pas réussi, mais c'est pas grave. Ils vont aider les autres. Ils vont aider Pfizer à faire le leur et Johnson & Johnson à faire le leur. Donc ça c'est bien de pouvoir s'entraider, que pour une fois les grandes multinationales pharmaceutiques ne tirent pas chacun de son côté, mais s'unissent pour le bien de tout le monde, et que le nombre de doses qu'il faut, parce qu'il faut des milliards de doses de vaccins, vous imaginez, on est 2 milliards dans le monde, c'est de la folie, il faut des doses énormes. Donc ils vont tous se mettre ensemble, et c'est mieux qu'ils puissent produire de plus en plus, et que ça soit bénéfique. Donc je voulais dire chapeau à Sanofi, et chapeau, bravo à Sanofi, c'est bien d'avoir pensé une fois comme ça, de manière altruiste. Alors, autre chose que je voulais vous dire, je voulais vous parler un peu des médicaments. Parce que vous savez, chaque 10 jours, il sort des trucs, voilà, les médicaments nouveaux, on va guérir celui-là, on va guérir celui-là, on va guérir celui-là. Et puis après, boum, ça retombe comme un soufflet. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui, effectivement, ben voilà, je vous ai parlé beaucoup de médicaments, je vous ai parlé de la colchicine, de l'hydroxychloroquine et tout ça. Et là, maintenant, vous savez, je vous avais parlé aussi du traitement de Trump. C'est-à-dire les anticorps monoclonaux que l'on fabriquait et qu'on injectait dans les formes graves. Et ben là, maintenant, ça y est, ça a été prouvé que c'était efficace. Et donc, ça a été approuvé par la FDA américaine, et la France a acheté pas mal de doses de ce produit-là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des médicaments dans tout le lot que je vous ai dit, que les mensonges, les vérités d'hier sont peut-être aujourd'hui aussi une vérité. Donc, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'espoir dans ce traitement de Trump. Et ben, parce qu'il paraît que Trump n'a pas fait une si petite forme de Covid. Hein. Il paraît que sa forme n'était pas petite. C'était une forme même sévère. Alors, on le saura dans quelques années, c'est sûr. Mais il paraît que c'était pas si évident que ça, et que, bon, donc, il a nécessité ce traitement, non pas comme traitement empirique, mais parce que c'était utile, hein, semble-t-il, hein, de ce qui commence à apparaître un peu dans les journaux. Et donc, voilà, ce traitement va être, donc, c'est les anticorps monoclonaux. Bien sûr, c'est réservé qu'aux formes graves, les gens qui sont hospitalisés dans des formes graves, en réanimation et tout ça. Et la France a commandé 100 millions de doses, ou je sais plus combien ou pour 100 millions d'euros de doses, enfin, je sais pas, mais elle a commandé. Et donc, voilà un traitement qui, on sait que la cortisone marche très bien pour la tempête cyclotimique au 11e jour. Et donc, voilà un deuxième traitement pour ces malades qui sont graves et qui sont en réanimation. Donc, voilà encore une lueur d'espoir pour le traitement. Je
vous ai dit que la solution de cette maladie ne viendra pas que par la vaccination, elle ne viendra pas que par des gestes barrières, elle ne viendra pas que par le confinement, l'isolement, le comment on dit, bon, bon, bref, et ça viendra aussi par des médicaments. Donc, au fur et à mesure que des études sortent, et ben voilà, je vous en fais part, et puis certaines vont être validées, d'autres ne sont pas validées. Alors pour l'instant, celle-là est validée, donc je vous en avais parlé il y a peut-être 3-4 mois au moment de Trump, et je vous en avais reparlé aussi parce que les premiers essais avaient été probants, et ben voilà, ça a été validé, donc ces anticorps vont être utilisés maintenant aussi en France, et donc ça c'est très très bon, et c'est très très positif. Par contre, il y a eu des informations bidons. Vous voyez, on est sorti en Israël, en France, il y avait des sprays contre le virus dans le nez, je sais pas quoi. Et ben, ça a été complètement, voilà, COV Défense. Ce spray qui permet de désactiver le virus, selon un fabricant, devrait être commercialisé à partir du 1er mars en pharmacie. Voilà un rêve, voilà, c'était encore un truc bidon. Le spray Covid Défense, COV Défense, appelé Biocami, vient d'arriver le 1er mars en pharmacie. Ce spray est conçu à partir de ionisés, assure l'inactivation du virus. Vous avez dû tous lire ça, parce que ça passait en boucle sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, malgré ces allégations, l'ASN, donc l'association de la SNM qui valide les traitements, affirme, lui, n'avoir reçu aucune donnée de validation clinique démontrant la performance et la sécurité d'utilisation de ce spray. Condition indispensable pour qu'un dispositif médical puisse être mis sur le marché. En l'absence de telles garanties, dans l'attente d'informations complémentaires, la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l'utilisation de spray sont suspendues jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation. Ajoute le gendarme des produits de santé. Il ne faut pas jouer avec le Covid, vous savez, dans la santé. Moi, je vais vous dire, hein, le gouvernement est très, très, très strict sur le Covid. Hein. Celui qui joue avec le Covid dans la santé, je vous garantis qu'il prend des coups et très cher. Hein. Parce que ça, c'est des choses où il ne faut pas s'amuser. Ceux qui ont triché sur les masques, ceux qui ont triché sur des produits, ou ceux qui ont triché, ils ont tous pris des coups. Hein. Ça, ils ont été infernaux. Moi, je vois ma femme, elle est pharmacienne, je vois jusqu'à maintenant, ils vérifient les masques Afnor, pas Afnor, tout ça, des masques qu'on a vendus en mars. Jusqu'à maintenant, ils vérifient les fabricants, les trucs, dont ceux qui ont fabriqué des trucs bidons et tout ça. Jusqu'à maintenant, l'agence de je sais pas quoi, là, qui surveille la fabrication, ils viennent vérifier si c'était des Afnor, c'est pas des Afnor, les factures et tout. Donc il faut pas s'amuser avec ça. Hein. Ceux qui se sont amusés avec ça, ne jouez pas avec le Covid. Le Covid, c'est pas un jeu, le gouvernement ne s'amuse pas avec ça. Hein. Il faut pas trafiquer et faire des fausses nouvelles et pouvoir croire que vous allez vous enrichir sur le dos du Covid. C'est pas si évident que ça. Je vous avais parlé de l'Octophène. L'Octophène, c'est ce produit-là comment il s'appelle, l'Institut Pasteur de Lille voulait recycler et qui a été sponsorisé avec Bernard Arnault qui avait mis 5 millions d'euros sur l'Octophène. Cet Octophène, je comprends pas pourquoi on s'acharne contre lui. Alors, ils ont proposé de vouloir faire une étude sur les patients à Covid pour voir son efficacité, et ça a marché in vitro, c'est-à-dire sur l'animal. Ils voulaient voir si ça marchait faire commencer les expérimentations. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, l'article commence sympathique. La recherche d'un traitement contre le coronavirus fait un pas en avant pour faire 2 pas en arrière. Voilà, exactement. Vous faites un pas en avant, vous reculez. Donc, des chercheurs de l'Institut Pasteur annonçaient le 29 septembre avoir potentiellement découvert un traitement contre le Covid, une molécule plus précisément, c'était l'Octophène, l'ancien Octophène qu'on utilisait toute la journée et tout ça. Sauf que mardi 9 février, c'est un revers cuisant pour l'Institut. Et pour cause, le comité ministériel, la CAPNET, donc c'est un autre qui surveille, ils sont tous là à surveiller, ralentir les recherches, plus particulièrement, il ralentit le processus d'homologation du traitement. La raison, ils veulent que l'Institut Pasteur refasse des études d'homologation de ce produit. C'est un produit qu'on a utilisé 50 ans sans aucun effet secondaire. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont mon âge. L'Octophène, combien d'Octophène on a mis à nos enfants, les suppos d'Octophène. Ils veulent qu'on recommence à montrer qu'il n'a pas d'effet secondaire. Mais on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il a été utilisé 100 ans. Comment il a un effet secondaire? On le connaît, l'Octophène, c'est rien, c'est de l'eau. Enfin, de l'eau, non, c'est un anti-infectieux. Ils veulent retarder, donc on va repartir sur 6 mois pour faire l'étude, pour montrer qu'il n'a pas d'effet secondaire. Donc quand on dit, ils ont mis le bâton dans les roues de ce produit, c'est tout, ils l'ont jeté à la poubelle, c'est fini.
C'est terminé, c'est terminé. Le temps que ça refasse, montrer qu'il n'a pas d'innocuité, refaire les études, tout ça, c'est ridicule. Comment, pourquoi, on sait pas. On sait pas. Pourquoi il demande ça, on sait pas. Voilà. Et donc voilà, il s'agit d'une molécule peu qu'on fait, tout le monde la connaît, et voilà. Ça a été retiré, on ne sait plus pourquoi, parce que c'était pas, je sais pas pourquoi, c'était pas remboursé ou quoi. Et ben voilà, maintenant il faut tout recommencer. Donc voilà, un produit qui va être retardé. Au lieu d'accéder directement en phase 3, c'est-à-dire la phase de recherche sur le virus, et ben on repasse en phase 2, c'est-à-dire en phase de recherche, d'essai clinique et tout ça. Bon, enfin bref. Voilà un produit qui est mort. C'est même de même que Discovery a sorti une étude sur l'inefficacité de l'azithromycine et l'inefficacité de la vitamine D. Alors, je me suis dit, bon, je sais que le traitement du virus, le traitement du Covid, c'est pas l'azithromycine et la vitamine D, c'est le fou qui va dire ça. Mais on sait que c'est des traitements qui accompagnent le malade dans un truc, qui donnent une meilleure immunité, qui peut diminuer la charge virale, qui peut éviter les surinfections bronchiques. Mais quand on lit précisément, regardez comment c'est fait. À qui ils ont fait l'étude du Zitromax? Le traitement de Covid-19, toujours discuté, les recommandations empiriques. Alors, notamment, le but est de lutter la surveillance bactérienne, ça on l'a dit, par les antibiotiques proposés, l'azithromycine est un des plus cités à cause de ses effets sur la modulation de la réponse immunitaire. Les résultats des essais Recovery, vous savez, c'est la grande essai internationale magnifique et tout, pour cette molécule vient d'être publié. C'est un essai randomisé contre placebo, multicentrique, réalisé en Angleterre sur 176 hôpitaux, ils n'ont rien à faire, et concernant les patients hospitalisés. Et voilà. Mais c'est pas le positionnement que les médecins y disent. Les patients hospitalisés, c'est trop tard. Quand vous êtes à l'hôpital, quel intérêt de faire une étude de l'azithromycine sur les patients hospitalisés? Ça n'a aucun intérêt. Même chose pour la vitamine D. Ils ont fait une étude sur la vitamine D. Mais une fois que vous êtes à l'hôpital, c'est pas la vitamine D qui va vous sortir. La vitamine D, c'est pour augmenter votre immunité, si vous voulez prendre en amont. Il faut le prendre régulièrement pour avoir une bonne immunité. Il ne faut pas la prendre le jour où vous êtes en réanimation. Cette réanimation, c'est trop tard. Votre immunité, elle est morte. Vous êtes dans le brouillard. C'est la même chose pour l'azithromycine. Voilà comment on plombe des médicaments en faisant une étude bidon. Il n'est pas positionné comme il faut. Si faites l'étude sur le malade chez lui, donnez-lui de l'azithromycine, donnez-lui de la vitamine D, voyez s'il termine en réanimation. Si vous voulez faire une étude dans 113 pays ou d'hôpitaux, c'est pas comme ça qu'on fait une étude. Faut positionner le médicament au bon endroit. C'est sûr que si vous positionnez, s'ils ont fait la même étude avec l'hydroxychloroquine, quand le mec il est en réanimation intubé, c'est sûr que le mec il a aucune chance d'en sortir. C'est pas l'hydroxychloroquine qui va l'en sortir. On n'est pas des débiles. Je sais pas que je sois pour l'hydroxychloroquine, je l'ai jamais prescrite. Mais c'est la même chose. Voilà des produits que moi j'ai prescrits et que j'ai été très intéressé de voir cette étude. Je me dis, ah ouais, je me suis trompé depuis le mois de mars. Eh ben, quand je lis l'étude, ben non. C'est pas comme ça que nous prescrivons. On n'a pas l'ambition de dire qu'on guérit le Covid. On n'a pas l'ambition de dire que le vitamine D guérit le Covid ou que l'azithromycine guérit le Covid. On a l'ambition de dire que ça fait partie des choses qui peuvent améliorer le patient. C'est tout. Donc il faut pas jouer sur les mots, il faut pas interpréter n'importe comment, il faut pas. Vous voyez comment après l'azithromycine ça sert à rien, vitamine D ça sert à rien, un truc qui sert à rien. Oui, oui. C'est comme la colchicine, ils vont faire une étude sur la colchicine. S'ils font le même style d'étude que la colchicine, une fois que le malade il est mort, ça sert à rien la colchicine, hein. Et si vous faites des études que sur les médicaments que pense être améliorer le patient, une fois que le patient il est intubé, c'est trop tard. Et il faut éviter tout le truc du Covid, depuis ce que je vous dis depuis le mois de mars. Il faut toujours être en avance sur le patient, sur le malade, sur la maladie. Il faut avoir un coup d'avance. Si vous avez un coup de retard, vous êtes bouffé, c'est fini, c'est trop tard. Faut pas arrêter le moment où il faut faire. C'est comme maintenant, il faut pas arrêter le moment où il faut se faire vacciner. C'est maintenant que vous vous vacciner, n'attendez pas demain. AstraZeneca ou n'importe quoi. N'attendez pas. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Voilà, je voulais vous dire ça. Parce que ça aussi, ça m'a énervé. Je vous dis franchement, beaucoup d'énervement aujourd'hui. Bon, enfin bref, après le sport, j'ai vu le sport, l'équipe du 15 de France, elle est arrivée pour jouer le tournoi Destination, ils sont arrivés, ils sont tous positifs, tout le gouvernement s'est énervé, comment ils sont positifs, comment truc, comment quoi, je sais pas quoi. Bon, ils sont arrivés positifs, mais pourquoi ils sont arrivés positifs? Parce qu'ils ont fait des conneries. On n'arrive pas positif par hasard.
Les types, ils ont dû sortir. Ils ne sont pas arrivés positifs comme ça. Alors comment on arrive positif? Alors après, j'ai vu un article où il parlait des cas des positifs. Alors comment les sportifs sont arrivés positifs? Ils sont arrivés comment positifs? Ils sont arrivés très simplement. Ils sont arrivés... Comment ils se sont contaminés? Soit ils se sont contaminés dans l'avion. Je vous l'avais déjà dit. Quand vous allez dans l'avion, alors dans l'avion, par exemple, les joueurs de l'Open d'Australie, ils ont été 72 cas contacts quand ils sont partis pour jouer à l'Open d'Australie. Pourquoi ils étaient contacts? Parce que quand ils étaient dans l'avion, il y avait 4 cas positifs. On a vu que les cas positifs, jusqu'à 3 rangées derrière, on avait vu, je vous l'avais dit un jour, je vous avais montré les schémas, 3 rangées derrière, ils peuvent être positifs. Donc quand vous prenez l'avion, c'est un danger de propagation, donc les jeux de sport par l'avion. Mais aussi pendant les vacances. Cet été, il y avait Neymar, je sais pas quoi, un Argentin, Angel Di Maria, Leandro Paredes qui sont contaminés positifs. Comment ils sont contaminés? Ibiza. Et les sportifs, c'est comme nous, hein. Ils vont à Ibiza l'été, qu'est-ce qu'ils font? Paf, ils se font plomber par le Covid. Donc comment le milieu du sport, il est touché par ça? Et l'autre, l'Égyptien, là, le meilleur joueur d'Angleterre, Mohamed Salah, le joueur égyptien excellent, il a été testé positif, il n'a pas pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Il est parti au mariage de son frère. Toujours les mêmes histoires. Donc dans le sport, c'est comme dans la vie. C'est toujours les mêmes histoires. Vous êtes contaminé dans l'avion, dans les fêtes familiales et dans les vacances. Ceux qui vont à Dubaï, ben on en a suffisamment parlé de Dubaï. Eh ben alors continuez à Dubaï. C'est bon, allez-y. Après, les autres, ils vont à la fête de famille. Mon frère, il m'a téléphoné. Lui, il était à une fête. Je sais pas quoi, ils avaient 50 personnes, d'orchestre oriental et tout. Je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il m'a dit, je suis invité, je suis obligé d'aller. Il est resté 10 minutes, il s'est sauvé. Il y avait 100 personnes. Et la musique, et les danses, et tout. Mais c'est quoi? Mais c'est comme dans le sport. C'est comme Mohamed Salah, il est parti au mariage de son frère, il est plombé, paf, positif. Il a pris l'avion, paf, positif. C'est pas parce que vous appelez Federer que vous n'allez pas être positif, hein. C'est une maladie, je vous ai dit, hein. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'arabe, hein. Tout le monde au même stade. En avant marche, en avant le Covid. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. C'est comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Dans le sport, c'est comme dans la vie. Vous faites des conneries, vous les payez. C'est tout. Et ils le savent que le GAFA Galtier, là, le chef de la truc, le chef le chef de l'équipe de rugby, ils le savent. Qu'il a fait une connerie, il y a une bulle, normalement, sanitaire, il a dû sortir, s'il est positif, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas ne pas être sorti de la bulle. Ils le savent, il a fallu que le président de la fédération aille sur place pour calmer tout le monde et tout, il voulait le renvoyer. Mais c'est normal. Il a fait une connerie, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. J'ai rien contre lui, je le connais même pas. Mais bon, bah, il est un bon joueur, Galtier. Enfin, on va finir avec le mythe d'Antigone. Pourquoi le mythe d'Antigone? Parce que là, maintenant, c'est sérieux. Vous savez que c'est le mythe d'Antigone? Le mythe d'Antigone est la prolongation de celui d'Oedipe. Je vais vous lire, parce que j'ai trop fort. Antigone était sa fille. Souvenez-vous du roi de Thèbes, qu'il eut avec sa femme, qui est également sa mère. Donc la femme du roi était sa mère. Donc il s'est marié avec sa mère. Il a eu 4 enfants, 2 garçons, Éthéoclide et Polynice, et 2 filles, Isomère et Antigone. Techniquement, ce sont les enfants d'Oedipe qui sont censés succéder au trône. Mais la question de savoir, donc le roi a 4 enfants, dont Antigone, il a 2 garçons. Donc lui va mourir, qui va gouverner le pays? Alors il y a une discussion entre les 2 frères, finalement ils décident que ce soit l'aîné des 2, et Éthéocle, qui allait être le roi. Pendant 1 an, et au bout d'1 an, on allait passer à l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement bien gouverné, il était tellement bon, il était tellement fort, qu'il n'a pas voulu laisser sa place à son frère. Au bout de l'année, il a dit non, je ne te laisse pas, moi je suis le meilleur roi, pourquoi tu viens toi prendre ma place? Je reste là. L'autre lui dit, tu restes là? Bon, non, je suis pas d'accord, ils se bagarrent et tout, ils ont fait un duel, ils sont morts les 2. Quand ils sont morts les 2, c'est l'oncle qui est devenu le roi. Comment il s'appelle l'oncle? Créon, je crois. Ainsi, les 2 hommes se battent en duel et perdent vie tous les 2 lors du combat. Créon, qui est l'oncle à qui revient le trône, donc, décide qu'on attribuera tous les honneurs à Éthéocle et on jettera en pâture le corps au rapace du frère, qui est Polynice.
Et donc, ils ont fait un enterrement magnifique au premier, et le deuxième, Polynice, ils ont pris son corps, ils l'ont jeté dans une fosse commune, et ils l'ont laissé bouffer par les rats et les corbeaux. Mais Antigone, elle aimait trop son frère. Elle a dit, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Il faut que je l'enterre. Il mérite une sépulture. Après tout, devait être le roi. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va le soir, elle le déterre, et elle veut lui donner une sépulture, elle se fait attraper, le créole lui dit, si tu recommences, tu verras, on te mettra, tu passeras condamné. Et le lendemain, donc, ils remettent le corps à la fosse commune, elle retourne Antigone, elle prend le corps et elle veut l'enterrer. Du coup, Créon, il la fait attraper par ses gardes, et il tue il condamne Antigone à la mort. Et du coup, Antigone meurt, sa mère se suicide, et donc le roi se retrouve tout seul, et donc il donne des catastrophes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu un article où il y a une femme qui a perdu son père du Covid. Et elle a comparé la mort de son père à la mort de ce jeune homme. Et comment il s'appelait déjà, Polynice. Elle a dit, mon père, qui était, je ne sais pas si vous avez vu ce truc de cette femme. C'est une femme dont le père était un écrivain. Et elle a dit la souffrance qu'elle a eue de ne pas pouvoir voir son père. La souffrance de se voir son père mourir tout seul. La souffrance de voir son père qu'on n'a pas pu enterrer. La souffrance de voir son père dans un sac plastique. Et elle a dit la souffrance de ces gens qui meurent du Covid et qui n'ont pas droit à des funérailles normales. Et elle a dit qu'elle se sentait quelque part une Antigone et que c'était pas possible. Et là aussi, je reviens un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les malades qui sont en réanimation. Et là, c'est pire encore, c'est pour les décédés. Mais pour les décédés, il faut que les gens y trouvent une solution. On peut pas laisser des gens mourir dans ces conditions-là. On peut pas laisser les gens mourir sans sépulture. On peut pas laver les corps. La médecine, quand même, on a évolué. On peut pas. Tout le monde mérite d'avoir une mort décente. C'est quoi cette maladie et ces gens qui en font que c'est la peste ou le choléra et c'est pire que tout et on doit laisser les gens que dans ces états comme ça? C'est pas possible. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là. C'est pas possible de voir son père mourir en Zoom. C'est pas possible de voir son frère mourir en Zoom. C'est pas possible de voir ça. Vous avez vu, je sais pas si vous vous souvenez, cette époque où je vous avais lu le compte-rendu d'une membre du groupe qui raconte la mort de sa belle-mère. Avec le Zoom, toute la famille a un Zoom avec la belle-mère qui s'éteint et l'infirmière qui montre en Zoom. Mais c'est quoi? C'était peut-être tolérable les premiers mois, parce qu'on savait pas. Mais depuis, on a avancé. On devrait le savoir. On devrait savoir, on devrait trouver des solutions. Ils doivent trouver des solutions. On ne peut pas laisser mourir comme dans l'Antiquité. C'est quoi? Il n'y a pas de solution encore. Et encore, il faut être 10 au cimetière. Je sais que c'est des conditions radicales, il y a des conditions sanitaires, tout ça, je sais. Mais quand même, il peut y avoir des solutions, je ne sais pas. Il faut réfléchir à tout ça. La mort, c'est très important. On peut pas, nos morts, c'est nous-mêmes. On peut pas les laisser partir comme ça. Il faut que ça soit un point de réflexion. Moi, je pense qu'il y a un comité d'éthique qui doit être créé. Il est encore temps de le faire, un comité d'éthique, pour savoir comment enterrer nos morts. Comment leur rendre un peu d'humanité. Comment faire que leurs derniers moments ne soient pas des moments terribles. Qu'ils ne meurent pas seuls. Qu'ils aient le respect de leur famille autour d'eux. Qu'ils aient leur soutien. C'est important ce que je vous dis, c'est important. Il faut réfléchir à tout ça. C'est un moment de réflexion, ça fait 1 an, ça peut pas durer. Si ça dure encore 6 mois, vous savez, les gens du Covid, il y en aura encore dans 1 an qui mourront du Covid, même si ça sera plus une épidémie comme aujourd'hui. Mais il va pas disparaître complètement, il y en aura peut-être des gens qui continueront à mourir, peut-être 1, 2 par mois. Mais alors, il faut réfléchir à eux. Il faut que tout le monde, il faut créer un comité, il faut faire une réflexion. On n'a plus le droit de laisser partir les gens dans ces conditions-là.
On n'a pas le droit, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas humain de faire ça. Il faut trouver des solutions. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler de ce mythe d'Antigone, parce que ce mythe d'Antigone, finalement, rejoint très bien. J'ai trouvé sur un papier, dans un journal, où la femme qui a perdu son père et qui était elle-même journaliste ou écrivain, et son père était écrivain, où elle crie sa douleur de ne pas avoir pu accompagner son père, de ne pas avoir pu lui tenir la main, de ne pas avoir pu lui dire son amour avant qu'il parte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut que les médecins y réfléchissent, il faut qu'ils trouvent des solutions à tout ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que, bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le grand rabbin ne peut rien faire. Je sais pas, Ariane, si le grand rabbin ne peut rien faire. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que il faudrait peut-être, je sais pas, c'est faire une pétition, écrire à je sais pas qui, mais il faut quand même que ces gens qui sont partis, qui partent comme ça tous les jours, qu'ils aient des funérailles dignes, qu'ils aient des funérailles honorables à leur niveau, et que tout ça doit changer parce qu'on peut pas continuer comme ça. Voilà. Moi, en tout cas, c'était ma révolte de ce soir. Je vous dis tous, passez une très très bonne semaine. N'oubliez pas, si vous avez un problème d'ordinateur, si vous avez un problème de pas quoi, de sauvegarde, vous pouvez aller chez Rudy Largui, qui est SOS Master, à la République ou avenue Pierre-Paul Doumer. Si vous avez faim, venez nous rejoindre le dimanche midi au rendez-vous, ou alors vous venez chez Vicky. Et puis, alors, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une bonne semaine, et comme d'habitude, je vous le répète, ensemble, nous sommes plus forts. Allez, bonsoir et bon courage.